m'appelle Marie-Ève Perru, je suis de formation ingénieure en travaux publics, génie urbain. Mais l'urgence écologique m'a amené à me préoccuper des questions écologiques. Et donc je fais partie d'une association qui s'appelle Démographie Responsable, qui est une association qui a été créée en 2008, mais qui n'a été reconnue association de défense de l'environnement que depuis 2018. Donc cette association s'occupe des problèmes de démographie humaine, mais s'occupe de plus en plus de ses conséquences sur l'état de la planète et sur la biodiversité. Donc nous sommes une association indépendante, donc on fait partie d'aucun parti politique, aucune religion, et on se veut surtout transversal, on veut toucher tout le monde en fait. Donc on va rappeler un petit peu l'histoire. Donc dans les temps anciens, pour la survie de l'humanité, les femmes devaient faire beaucoup d'enfants, car peu survivaient jusqu'à l'âge adulte en fait. Et en plus de cette mortalité infantile, il fallait toujours compenser les épidémies, les guerres, les famines, les catastrophes diverses, dans un monde qui n'avait pas toute l'énergie dont on dispose actuellement. Donc, notamment en Europe, donc un enfant sur 4 mourait avant l'âge d'1 an au XVIIIe siècle, et 1 sur 2 arrive seulement à l'âge adulte, soit une mortalité de 500 pour 1000, donc 50%. Donc, ce qui explique pourquoi il fallait faire beaucoup d'enfants. Donc c'est seulement à partir du XIXe siècle que les progrès de l'hygiène et de la médecine ont permis de faire tomber cette mortalité à moins de 200 pour 1000, donc 20%, dans les pays comme la France et la Grande-Bretagne qui étaient les plus en avance. Donc là, on rappelle la courbe, on voit la baisse de la mortalité infantile. Donc il y a un premier palier là, grâce au premier progrès de l'hygiène, vers 1800, 1850. Et après, bon, il y a eu les vaccins, les antibiotiques, toutes sortes de médicaments et autres progrès de médecine qui font maintenant tomber à presque, enfin pas tout à fait 0, enfin 0,3. Donc en France, la mortalité infantile est maintenant, pour l'instant, dans l'état actuel de la technologie dont nous disposons, est tombée à 0, presque à 0 pour l'instant. Donc là, au niveau mondial, donc j'ai pris 2 cas, le cas de l'Afrique et le cas de l'Europe. Et donc on voit que maintenant, même en Afrique, l'évolution de la mortalité infantile a considérablement baissé. Et donc on atteint en Afrique le niveau que nous avions en Europe en 1950. Donc en Afrique, maintenant, s'il y a 10 enfants qui naissent, il en reste au moins 9. Contrairement à avant où plus de la moitié mouraient, voire beaucoup plus, quoi. Donc du coup, en même temps, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Donc là, c'est par continent. Donc là, c'est pareil. Donc en haut, on a l'Amérique du Nord et l'Europe. L'Europe en vert. Et en dessous, on a la courbe de l'Afrique en rouge. Et on voit aussi que même en Afrique,
L'espérance de vie a considérablement augmenté. Alors, on est là. Après, c'est des projections. Hein. Donc, on s'arrête là en 2019. Donc, actuellement, en Afrique, l'espérance de vie est de plus de 60 ans, alors qu'elle était de 38 ans en 1950. Donc, c'est surtout donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'ils appellent la révolution pasteurienne, les vaccins, l'hygiène, les antibiotiques, et aussi les conditions de travail, de logement, de transport qui se sont quand même beaucoup améliorées, l'éducation, l'hygiène, et donc tout ça on l'a eu, comme on disait tout à l'heure, grâce à l'apport de l'énergie. Plus, bon, dans les pays européens, bon, en France, hein, on a un gain supplémentaire de 5 ans grâce à l'éradication du tabac. Alors, donc combien sommes-nous actuellement sur la planète? Donc nous approchons des 8 milliards d'humains. Donc la question se pose, est-ce bien raisonnable? Donc on voit la courbe. Donc là, c'était 10 000 ans avant Jésus-Christ. On était environ 5 millions. Donc là, du temps de Jésus-Christ, on était 250 millions. Et puis tout d'un coup, on voit une accélération exponentielle à partir de 1800, où on a passé le premier milliard. Et après, donc, on s'est mis à passer des milliards de manière de plus en plus rapprochée. Donc, sur la courbe suivante, là, je vais détailler. Donc, nous en sommes ici. Après, c'est des projections, mais pour l'instant, on n'est pas encore en décroissance. Hein, on est toujours en croissance. Et donc là, on passe 1 milliard tous les 12 ans. Donc, les personnes qui sont nées en 1960, il n'y avait que 3 milliards d'habitants dans toute leur vie. Donc on a pris quasiment 5 milliards de plus. Donc tous les jours sur la planète, actuellement les naissances sont supérieures aux décès. Donc il y a 365 000 naissances moins 150 000 décès, ce qui fait 215 000 personnes supplémentaires tous les jours. Et donc au bout d'un an seulement, ça fait 80 millions de personnes supplémentaires, soit un pays de la taille de l'Allemagne ou un pays de la taille de la Turquie, en plus tous les ans. Donc de personnes qu'il faut nourrir, chauffer, habiller, transporter, etc. Donc là, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est les projections de l'ONU. Effectivement, donc il y a 3 scénarios. Si on ne fait rien, on continue à croître. Si on commence à faire un peu attention, on peut commencer à inverser la courbe. Et donc nous, notre association, on milite pour que ce soit la courbe verte et pour qu'au plus vite, on redescende pour que ça redevienne rapidement à des niveaux de population beaucoup plus soutenables. Une croissance démesurée comme ça, pour nous, c'est complètement impossible à tenir. Ça va accélérer un effondrement, quoi. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, donc la mortalité infantile a considérablement diminué, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Par contre, il y a des pays qui continuent à faire énormément d'enfants, comme s'ils mouraient tous en bas âge, comme dans le temps. Donc, bon, c'est principalement encore des pays africains, alors qu'on a vu maintenant que
Oui, enfin, je me répète. Donc actuellement, il y a encore 2 pays, principalement là, en Afrique, c'est le Niger et l'Angola, qui continuent à faire en moyenne 7 enfants par femme. Donc là, c'est un état de la population là en 2019. Donc on voit en Asie 4,6 milliards. En Afrique actuellement 1,3 milliard. En Europe 747 millions. Amérique latine 648. Amérique du Nord, alors j'arrive pas à bien lire, 355. Bon. Et on voit les nombres moyens d'enfants par femme. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que partout, il y a quand même encore de la croissance. Bon. En Europe, normalement, il ne devrait plus y avoir de croissance, puisqu'on fait beaucoup moins d'enfants. Mais on a quand même de la croissance à cause de l'immigration. Donc, normalement, nous en Europe, on devrait déjà être en décroissance, ce qui pour nous est une bonne chose. Mais ce qui, pour l'instant, n'est pas accepté par les dirigeants européens qui veulent toujours de la croissance. Donc c'est pour ça qu'ils acceptent de l'immigration pour combler ce déficit. Donc partout, on continue cette croissance. Donc le plus actuellement, c'est en Afrique. Voilà. Donc là, c'est les perspectives. Toujours, c'est jusqu'en 2100 si on ne fait rien. Donc en violet, c'est l'Asie, qui est énorme, donc 4 milliards. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, pour l'instant, on n'est qu'en 2020, on est par là, mais l'Afrique risque aussi d'atteindre 4 milliards si on ne fait rien. Enfin, sauf si ça s'effondre avant. Alors qu'on voit que maintenant, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Europe sont stables. Et pour nous, c'est une bonne chose. Donc là, c'est pour se rendre compte de ce qu'on appelle la masse humaine sur la planète, la masse humaine et les animaux domestiques par rapport aux animaux sauvages. Donc là, c'était en 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, il y avait quasiment que des animaux sauvages, en vert. Ensuite, en 1900, on voit une réduction considérable des animaux sauvages, puisque l'humain en rouge commence à prendre de la place avec ces animaux domestiques. Et donc là, en 2000, donc, on voit la place de plus en plus importante prise, et les perspectives 2050, bon, ils vont laisser encore un peu d'animaux sauvages, mais enfin, on ne sait pas combien il va en rester. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé précédent, la démographie, effectivement, touche beaucoup de domaines, impacte beaucoup de domaines. Donc, la biodiversité, l'eau douce, le climat, l'acidification des océans, la pollution, ressources fossiles, surpêche, déforestation, terres arables, migration. Et donc, en gros, on peut dire que si on est 2 fois moins nombreux, ben, on va polluer 2 fois moins, on va utiliser 2 fois moins d'eau douce, surpêcher 2 fois moins. Donc, c'est quand même un impact très important. Donc là, c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure, les émissions de CO2 qui ont cru énormément depuis la croissance de la population. Les émissions de CO2 ont cru exactement en même temps. Donc avec des risques d'effondrement. Donc nos sociétés sont basées sur le pétrole, sur l'énergie. Donc avec l'énergie qui va se raréfier, ça va déclencher des difficultés pour nourrir tout ce monde-là. Donc
dans les années 70, on avait déjà été prévenu. Il y avait le rapport Meadows qui était sorti. À l'époque, on en avait parlé un petit peu, et puis maintenant, on n'en parle plus du tout. Enfin, ça commence à revenir enfin à l'ordre du jour, mais il se trouve que ce rapport Meadows avait fait plusieurs scénarios, et qu'on suit un des scénarios de ce rapport, où il avait fait des liens entre la population, la production de services, production industrielle, la pollution, et actuellement on suit, donc en pointillé c'était les courbes du rapport Meadows, et en non pointillé c'est les courbes actuelles. Donc on voit qu'on se rapproche de plus en plus avec les ressources de la planète qui diminuent. On se rapproche de plus en plus d'une zone incertaine avec risque d'effondrement du système. Donc, nous, on pense que la démographie, c'est le paramètre qui a été oublié dans l'écologie par les écologistes. Malheureusement, actuellement, quand on essaie d'en parler aux écologistes dits traditionnels, souvent ils ne veulent pas en entendre parler. Heureusement, il y a eu l'appel des 15 000 scientifiques en novembre 2017, dont a fait partie le conférencier juste avant moi. Et pendant la COP21, ils ont alerté que, notamment, ces paramètres, on n'en parlait pas pendant la COP21. Donc, ils pensent qu'il faudrait réduire le taux de fécondité, alors, les différents moyens, peut-être accès à l'éducation, planning familial, et surtout, il faudrait déterminer à long terme une taille de population soutenable pour la planète, et ce soit en accord avec tous les pays du monde et avec les responsables mondiaux, parce que ça, en fait, c'est pour sauver la vie sur la planète, en fait. Donc maintenant, il faut faire un changement de paradigme complet. Donc dans le temps, il fallait donc faire beaucoup d'enfants pour sauver l'espèce humaine, pour que l'aventure humaine se poursuive. Et maintenant, bien sûr, il faut faire un changement de mode de vie, puisqu'il faut réduire considérablement ces émissions de gaz à effet de serre, et n'utiliser que des ressources renouvelables. Mais si on continue de croître en population, on va pas arriver à s'en sortir, parce qu'on va quand même continuer à émettre des gaz à effet de serre. Plus on est nombreux, plus on en émet, même si on a un mode de vie plus respectueux. Donc ce paramètre doit vraiment être pris en compte maintenant par tout le monde, par tous les organismes internationaux et par tous les partis politiques. Donc, chaque pays, il va falloir qu'il réfléchisse en fonction du mode de vie qu'il souhaite poursuivre. Parce que si on souhaite poursuivre un mode de vie très très élevé, eh bien dans le pays, on ne peut pas être très nombreux ou il faut contrôler sa démographie. Un mode de vie pauvre, effectivement, permet d'être plus nombreux, mais les pays pauvres, ils n'ont qu'un souhait, c'est d'être moins pauvres. Donc, il faut arriver à trouver il va falloir innover, trouver un autre mode de vie qui permette d'être quand même bien et respectueux de l'environnement, en fait. Bon, actuellement, beaucoup de pays sont en dépassement écologique. Donc, pour l'instant, au global, c'est en premier la Chine, ensuite les USA, l'Inde, le Japon, la France par ici. Alors là, c'est une carte intéressante. Donc, on voit les pays. Donc, en rouge, c'est ceux qui sont le plus en dépassement écologique par rapport à leurs ressources locales. Donc, pour avoir tout ce qu'il leur faut, il faut qu'ils importent des ressources par ailleurs, ou qu'ils tapent dans les ressources non renouvelables de la planète. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le cas des États-Unis et du Canada.
Parce que les États-Unis et le Canada ont à peu près le même mode de vie, très consommateur, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et les États-Unis sont en rouge alors que le Canada est en vert. Donc, et le Canada est en vert tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de Canadiens par rapport à la surface, enfin en densité, que par rapport aux États-Unis. Ils ont encore beaucoup de terrains vierges, beaucoup de forêts. Et ce qui fait qu'eux ne sont pas en dépassement écologique. Donc ce qui exprime bien le fait qu'on peut avoir un mode de vie quand même assez élevé, tout en continuant à respecter la nature, mais à condition de ne pas être trop nombreux. Donc là, c'est le tableau qui donne les chiffres, l'empreinte écologique, vous voyez, des États-Unis et du Canada. L'empreinte écologique est quasiment pareille, mais comme les Canadiens ont une biocapacité de leur pays beaucoup plus importante que les États-Unis, donc ils sont en excédent et non pas en déficit écologique. Donc, en fait, les États-Unis, pour qu'ils ne soient pas en déficit écologique, au lieu de 317 millions, il faudrait qu'il ne soit que 145 millions. Alors, les chiffres de l'Afrique, je les ai dans un autre tableau. Je pourrais vous montrer après. Et les Canadiens, par contre, eux, ils sont 34 millions. Ils pourraient aller jusqu'à 68 millions en gardant le même mode de vie. Non, donc là, là c'est la France. Donc là, la France, on est en déficit écologique. Donc au lieu de... Bon, les chiffres ne sont pas à jour parce que ça date de 2012. Hein. Mais actuellement, on est 67 millions. Donc là, déjà, à 63 millions, il fallait tomber à 38 millions en fait. Donc pour ne pas être en dépassement écologique. Donc en France, on devrait être en gros 2 fois moins que ce qu'on est actuellement pour respecter la nature. Donc ça, c'est les fameuses en nombre de planètes, on peut le dire autrement. Donc pour la France, si les presque 8 milliards d'habitants de la planète vivaient avec le mode de vie des Français, il faudrait 3 planètes, en fait. Donc c'est pour ça que ce n'est pas soutenable. Donc il y a des scientifiques qui ont fait des calculs et... oui. Oui. Non, c'est que si les 8 milliards d'habitants sur la planète vivaient comme avec le mode de vie australien, il faudrait 5 planètes. Voilà. Donc là, il y a des scientifiques qui ont fait des calculs et qui ont calculé la population soutenable, mais ça c'est au global pour toute la planète. Donc en fonction du choix du mode de vie, en fait, de l'empreinte écologique, qui détermine une nombre de populations maximale sur la planète. Donc si on avait un mode de vie vraiment le plus pauvre possible, comme les Érythréens, on pourrait aller jusqu'à 12 milliards d'habitants, effectivement, mais alors on n'aurait rien, quoi. On est juste à un bol de riz à manger, et puis c'est tout. Et par contre, nous, la France, on n'est même pas sur la courbe, mais nous on est on a une empreinte actuelle de 5, donc en gros, on pourrait être 2 milliards d'habitants si tout le monde vivait comme des Français, quoi. Donc c'est ça, en fonction du mode de vie qu'on choisit, ça détermine une population soutenable pour la planète. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, donc on pourrait inventer 2 milliards d'humains.
Donc on pourrait garder une partie de notre mode de vie, mais pas complètement, puisque bien sûr, il faut ne plus émettre de CO2, donc ça fait changer notre utilisation d'énergie. Il faut que le CO2 qu'on émet puisse être entièrement récupéré par la nature, qu'il n'y ait pas de surplus par rapport à ce qu'elle peut absorber, en fait. Donc si on veut être plus nombreux en France, il faudra accepter une décroissance de notre mode de vie, quoi. Notre mode de vie n'est pas soutenable. Donc, on peut agir sur la démographie. Alors, c'est sûr qu'en général, c'est un sujet tabou parce que tout de suite, on nous dit oui, la Chine, ils ont imposé ça, ça a été terrible. N'empêche qu'ils ont évité, grâce à ça, 500 millions de morts de faim. Donc là, vu l'urgence de la situation, donc on peut agir sur la démographie, demander aux gens de faire moins d'enfants, en fait. Donc là, il y a le seuil de renouvellement, il est actuellement de 2,05... oh pardon, c'est pas ça. Non. Ah. Voilà. Donc 2,05 enfants pour le renouvellement. Alors, dans les pays où il y a un peu plus de mortalité infantile, c'est 3,4 pour avoir le renouvellement, parce qu'il y a un peu de mortalité. Donc si on fait moins de 2 enfants par femme, on va pouvoir agir rapidement sur on voit que donc en 2 générations, donc suivant la liste de fécondité qu'on a, donc si on décide de ne faire un enfant par femme, on peut en 2 générations, on tombe à 50% de la population. Après, on diminue jusqu'à 25% et ainsi de suite. On peut diminuer rapidement en 2-3 générations sur le nombre de représentants d'une population. En fait. Donc, ce qu'on voit apparaître de plus en plus fréquemment, c'est des femmes qui ont la conscience écologique, se disent non, je ne veux plus avoir d'enfants. Donc effectivement, il y a les scientifiques qui ont fait des calculs d'empreinte carbone d'un enfant en moins, c'est quand même très intéressant. Mais bon, nous, on n'est pas no kids, on ne dit pas ne faites plus d'enfants, on dit qu'il faut en faire moins. Mais on ne veut pas l'extinction des espèces humaines. Donc là, c'est le fameux tweet de l'AFP qui était sorti il y a quelques mois, non, il y a 1 an, qui avait fait couler beaucoup d'encre, parce qu'ils avaient osé dire que tous les petits gestes, c'était bien pour la planète, mais ce qui permettait d'éviter le plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'était d'avoir un enfant en moins. Donc, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient poussé des cris en disant que c'était honteux de dire une chose pareille, mais bon, la réalité est là, les chiffres ont été calculés par les scientifiques, voilà, ça permet d'économiser 58 tonnes d'équivalent CO2, alors que abandonner sa voiture ne permet que d'économiser entre 2 et 3 tonnes, quoi. Donc, il y a bien sûr comment faire. Donc, on a parlé tout à l'heure d'éducation, donc il faut apporter partout l'éducation, la contraception, il faut éviter les mariages forcés, les mariages trop jeunes, et surtout le poids des cultures, le poids des religions, qui imposent encore à certaines femmes, notamment dans des pays africains ou certains pays asiatiques, de faire beaucoup d'enfants. Donc il y a des actions internationales qui existent. Bon là, ça, je me rappelais. Alors, donc, il y a des actions, il y a eu beaucoup d'actions en Amérique du Sud qui ont permis de faire baisser déjà le nombre d'enfants par femme. Donc il n'y a plus qu'en Afrique et un petit peu en Moyen-Orient où des actions restent à faire, mais là c'est plus difficile en fait, parce que le poids des cultures et des religions est vraiment très important.
Donc il y a des organismes internationaux qui essayent de s'en occuper, mais qui le font plus ou moins discrètement parce que c'est pas bien vu par certains d'aller dire aux gens faites moins d'enfants, de leur apporter la contraception, le planning familial, c'est pas toujours bien vu. Donc c'est l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international. Bon, l'Agence française de développement, au départ, ne voulait pas en entendre parler, et depuis récemment, commence de comprendre que le problème démographique, il va falloir le traiter quand même. Donc, on était allé les rencontrer, et finalement, il semblerait qu'ils commencent à avoir quelques actions dans ce sens-là. Voilà, ben ça c'est juste, je termine avec des exemples d'affiches que fait l'UNFPA en Afrique pour encourager les femmes à avoir moins d'enfants. Voilà, ça c'est l'USL. Voilà, donc là il y avait eu un rapport de l'UNFPA qui disait qu'il y avait 80 millions de grossesses non désirées dans le monde chaque année. Or, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 80 millions par an de surplus de naissances. Donc si déjà on résolvait ce problème d'apporter à tout le monde la contraception, on résoudrait déjà pas mal de problèmes. Voilà, donc heureusement on commence maintenant d'en parler un petit peu dans la presse. Ça commence à être un petit peu moins tabou, mais on a beaucoup de mal à faire passer cette idée. Donc heureusement on est aidé par des scientifiques et qui ont réussi à faire passer plusieurs communiqués dans des journaux importants et dans Le Monde ou dans Libération. Donc pour terminer, nous, ce que nous préconisons avec notre association, donc on fait des conférences parce qu'on pense qu'il faut faire une prise de conscience au niveau mondial. On veut des tenues de conférences internationales sur la démographie ou l'intégration de ce sujet dans les COP, les conférences sur le climat. Donc on veut que chaque femme soit aidée pour pouvoir se limiter à 1 ou 2 enfants. Et donc il faut arriver à faire accepter l'idée que la décroissance de la population est une nécessité vu l'urgence de la situation. Et donc cette décroissance doit être consciente et volontaire et encadrée par des scientifiques parce qu'on ne veut pas arriver à l'extinction des humains, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et donc là, c'est notre site internet si vous voulez nous retrouver. Pour l'instant, il est au nom de Démographie Responsable, mais on a changé de nom, il va s'appeler Démographie Responsable et Soutenable pour l'environnement, pour s'affirmer en association de défense de l'environnement. On a quelques questions, c'est possible? Oui. On a quelques questions. Ouais, je voulais. Oui, parce que ça démarre tout seul, c'est très bien. Moi, j'en ai des questions aussi, parce que c'est très intéressant. Allez-y. Alors, moi, je voulais particulièrement vous remercier d'avoir souligné que le problème de la démographie et le problème du planning familial, c'est un problème qui concerne les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Le planning, ce n'est pas une question de femmes seulement. Oui. Merci. Oui, d'accord. Oui, j'ai dépassé mon temps. Mais vraiment, vous avez commencé en retard, c'est pas votre faute. Moi, je voulais préciser justement, pour rebondir sur votre excellente conférence, c'est que le SONTA, justement, œuvre beaucoup dans la démographie responsable, puisqu'on a des programmes à l'international, et notamment 4 millions de dollars qui ont été investis sur les 2 avril, 2018 et jusqu'à 2020, pour lutter contre les mariages forcés, les mariages précoces, pour aider les jeunes filles à Madagascar à poursuivre leurs études et pas aller au champ et pas faire d'enfants. Voilà, donc le ZONTA œuvre énormément dans vos actions aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on pourra faire des actions communes, alors au contraire, on aura peut-être plus de poids. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution radicale et provocatrice de permettre à la science de choisir le sexe de son enfant et de pénaliser financièrement les femmes pour les filles, comme en Chine souvent?
Nous, on ne va pas jusque-là. Ouais. Oui, il y a une question qui m'est venue en regardant la diapo numéro 16. Je vais faire attention. Dans les économistes, il y a très très longtemps, on parle d'optimum de population. Donc un optimum, ça peut être justement la population soutenable. La question qui nous vient, c'est la transition. C'est-à-dire comment va-t-on passer pratiquement de la situation d'aujourd'hui à celle qui serait celle que vous décrivez, moi qui me convient très bien. La diapo 16 montre qu'il y aura vieillissement, parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain supprimer les gens qui sont déjà nés et les femmes qui sont déjà fécondes. Donc, il faudra du temps, et je ne sais pas comment gérer. Regardez les Chinois, par exemple, ils ont limité le nombre d'enfants, et comme les Chinois, culturellement, préfèrent les garçons, vous avez actuellement en Chine un déséquilibre entre hommes et femmes, déséquilibre arithmétique, j'entends, et évidemment un vieillissement. Et le vieillissement, il faut l'assumer. J'entends en termes de ressources pour les pensionnés, les gens âgés. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Par contre, sur l'objectif, on est exactement dans une situation comme on en a souvent en économie. On voit très bien, à partir de là où on est, là où on va arriver, mais le chemin à suivre, c'est pas ça, c'est long. Alors, l'association s'appelle Responsabilité démographique. Je suis ravi d'entendre le mot responsabilité, mais est-ce que les populations qui, par leur multiplication inconsidérée aujourd'hui, sont le problème, sont responsables, se comportent en responsables? Question. Alors, il y a une excuse, ça aussi, on l'a appris en économie. Les pays occidentaux ont vécu une transition démographique qui a pris à peu près un siècle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme Mme Perrus l'a fort bien dit, la mortalité infantile diminuait, la natalité diminuait aussi parallèlement, ce qui est assez rationnel. Alors, les chimpanzés, les coccinelles et les lézards verts parviennent parfaitement à adapter leur population aux ressources. Les humains, il faudrait bien qu'ils y parviennent eux aussi. Donc, je ne sais pas trop comment on peut faire. Est-ce qu'il suffit de dire, par exemple, aux Africains qui font cet enfant, soyez responsables, ne en faites que 3? Espérons-le. Bon, eux, on leur a joué un mauvais tour. Les Occidentaux, c'est nous qui parlons. Notre importation du progrès médical avons permis à la mortalité de se réduire dans les pays pauvres, enfin non développés en termes médicaux. Mais ça s'est fait tellement vite qu'ils n'ont peut-être pas intégré qu'il fallait aussi réduire la natalité. C'est une question, je vous vois approuver, mais bon, simple petite observation. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que si on intègre ce paramètre dans les conférences sur le climat, donc, comme il y a eu des engagements sur tous les pays du monde pour ne pas limiter, pour se limiter, essayer de se limiter à 2 degrés, même si on ne va pas y arriver complètement, il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite. Si ce paramètre est ajouté, donc comme il y a tous les pays du monde qui sont là, tous ces pays pourraient aussi prendre des engagements, même s'ils n'arrivent pas à les tenir tout de suite, mais des engagements pour encourager leurs femmes à n'avoir que 2 enfants, donc 2 degrés et 2 enfants. Ça ferait un package.